tous. Merci de nous rejoindre pour ce second Zoom, après celui d'hier où vous étiez nombreux à venir. La situation a encore évolué en 24 heures et je pense qu'elle va évoluer malheureusement de jour en jour. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous sommes ici avec Arnaud Dubien et Igor Delanoë, donc le directeur de l'Observatoire franco-russe et son adjoint, et Pavel Chinsky, le directeur général de la Chambre. Avant qu'on ne commence avec Arnaud, Pavel a eu le consul général au téléphone et lui a parlé de la situation pour les Français en Russie. Et Pavel, que t'a-t-il dit? Alors, Patrice Ferventi, consul général de France à Moscou, c'est une déclaration qu'il m'a faite il y a quelques dizaines de minutes et qui vaut pour le moment présent, je n'augure ni du futur, ni de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, au moment où l'on vous parle, de consigne incitant les Français de Russie, et notamment de Moscou, à quitter le pays. Il n'y a pas de mot d'ordre officiel vis-à-vis de la communauté française. Donc, au jour d'aujourd'hui, les ressortissants français se trouvant physiquement en Russie ne sont pas incités à quitter le pays. Information de la journée, en contradiction avec les propos entendus ce matin sur les ondes par Clément Beaune, mais encore une fois, c'est une information qui vaut pour le moment présent. Et Pavel ne parle, en fait, pour les Français résidant en Russie, en fait, l'information qui a eu lieu hier, c'était dans le message de l'ambassadeur, c'était pour les Français de passage. On recommandait aux Français de passage de ne pas rester à Moscou, enfin, ou en Russie, et de partir. Mais pour l'instant, nous sommes toujours là et on ne nous recommande pas de quitter la Russie. Mais ayant dit tout cela, en propos préliminaires, Arnaud, parle-nous un petit peu d'économie, s'il te plaît, et fais-nous un petit point sur l'économie 24 heures après le début des sanctions. Où en est-on? Que se passe-t-il? Merci, Président. Première journée du choc financier attendu après les diverses annonces de vendredi soir, de samedi et d'hier. Quelle est la situation économique et financière à cette heure? Il y a eu d'abord la décision de ne pas ouvrir la bourse de Moscou. S'agissant de la monnaie nationale, le rouble, il y a eu à l'ouverture à 10 heures une chute d'environ 30% qui a été pour partie rattrapée à 7 heures, en tout cas il y a 30 minutes, la chute du rouble par rapport à l'euro et au dollar était d'environ 15%. Il y a eu par ailleurs des décisions annoncées par le gouvernement et la Banque centrale. La première, le relèvement du taux directeur de la Banque de Russie de 9,5 points à 20 points. Par ailleurs, obligation pour les entreprises exportatrices de céder 80% de leurs recettes en devises, et donc obligation d'acheter des roubles. Ça a été annoncé en tout début de matinée. Il y a eu par ailleurs une réunion autour de Vladimir Poutine du bloc économique, entre guillemets, du gouvernement, en présence de la présidente de la Banque centrale, Madame Nabiulina, dont on a vu qu'à la place de ces fameuses broches, elle arborait une robe noire, ce que certains interprètent comme un signe pessimiste, en tout cas. Il y a eu par ailleurs l'annonce de quelques contre-sanctions limitées à ce stade, et on ne sait pas s'il y en aura d'autres ou pas. Donc des contre-sanctions parfaitement prévisibles, fermeture sur la base de la réciprocité de l'espace aérien à 36 pays, plus précisément à 36 compagnies aériennes, issues des pays qui ont fermé leur espace à Aeroflot et aux aéronefs russes. Dont Air France. Dont Air France. Il y a eu aussi l'interdiction faite aux investisseurs non résidents de vendre leurs titres russes. On a vu par ailleurs, on ne peut pas appeler ça des scènes de panique, mais quand même dans certaines banques, des mouvements, enfin des foules, hein, en tout cas des foules plus importantes que d'habitude, des retraits importants qui, à cette heure, s'élèvent depuis ces 3 derniers jours à 10 milliards
de dollars, pardon. 10 milliards de dollars donc, ont été retirés par la population de leur compte. Quelques mots sur quelques observations en vrac sur la situation politique et sur la société, en quelque sorte. Bon, on a vu, j'en avais dit quelques mots hier, que certains oligarques se sont exprimés sur la situation en Ukraine. Donc, il y a eu Friedman, qui lui-même d'ailleurs est natif de Lviv, Deripaska, j'en avais parlé. Aujourd'hui, Oleg Tinkov s'est exprimé contre la guerre. Et un détail intéressant, plusieurs sources ont fait état du fait que Roman Abramovich aurait été sollicité par la partie ukrainienne pour jouer les intermédiaires, ou peut-être même pour participer d'une façon ou d'une autre aux premières discussions qui se sont tenues dans la région de Gomel aujourd'hui entre plénipotentiaires ukrainiens et russes. Qu'a-t-on vu aussi des manifestations anti-guerre qui ne sont pas massives, mais qui ont quand même eu lieu dans 95 villes de Russie et qui ont donné lieu à environ 6000 interpellations. Cet après-midi, quelque chose de très symbolique et de très puissant, me semble-t-il, une action dans le jardin Alexandre à côté du Kremlin, où des Russes viennent déposer des fleurs sur la stèle Kiev, ville héros. Tout ça, évidemment, parle. Il parle aux Russes comme aux Ukrainiens. Que voit-on aussi sur le champ politique? On voit qu'un deuxième député communiste à la Douma d'État s'est exprimé contre l'intervention, disant qu'il avait certes soutenu la proclamation d'indépendance de Donetsk et de Lugansk, mais qu'il n'avait pas voté pour la guerre. Alors, les deux députés en question ne sont pas au cœur du parti, ce ne sont pas les plus influents, mais je crois que ça peut être significatif. Et d'ailleurs, dans la foulée, hasard ou pas, et à mon avis, ce n'est pas un hasard, Nikolai Bondarenko, qui est un élu régional de Saratov, qui est connu pour ses prises de position très intransigeantes à l'égard du Kremlin, a été déchu de son mandat. Donc là, il y a manifestement, alors ce n'est pas nouveau, mais ça va s'accroître, une inquiétude au Kremlin sur ce que va faire le Parti communiste, qui est de très loin la force politique la plus influente après Russie unie. Et le Parti communiste est finalement le seul véritable parti politique en Russie, structuré avec une idéologie et qui peut, s'il le souhaite et s'il le décide, peut-être mobiliser la population contre la guerre ou contre d'autres décisions du pouvoir. Encore une fois, Zyuganov n'est pas sur cette ligne-là, la haute direction n'est pas sur cette ligne-là, mais c'est un point évidemment à surveiller dans un contexte où, encore une fois, le champ politique et l'offre politique est assez réduite. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire, les points saillants de la journée. Et je passe la parole à Igor Delannoy pour les aspects diplomatiques et militaires. Merci Arnaud. Alors j'espère qu'on m'entend un petit peu mieux qu'hier. Je vais commencer par les aspects diplomatiques et la principale nouvelle qui est donc l'ouverture des pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes qui était annoncée depuis hier après-midi, mais qui finalement ne s'est ouvert qu'aujourd'hui à partir de 14h heure de Moscou. Donc deux délégations, l'une qui est emmenée côté russe par Vladimir Medinsky, qui est ancien ministre de la Culture et actuel conseiller du président Poutine, et côté ukrainien par le ministre de la Défense Reznikov. C'est pour parler à l'heure où nous sommes ensemble, manifestement se poursuivent, sont, vous en doutez, très très difficiles, puisque les deux parties arrivent avec des positions maximalistes. Les Russes demandent aux Ukrainiens de reconnaître la souveraineté de la Russie sur la Crimée, de reconnaître l'indépendance des républiques de Donetsk et Lugansk dans les limites administratives des oblasts. Et tandis que les Ukrainiens, pour leur part, demandent à la Russie de retirer toutes ses forces armées du territoire ukrainien, Crimée incluse, pour pouvoir continuer de discuter. Cela dit, il serait déjà convenu que ces pourparlers se poursuivent demain. Au niveau toujours des développements autour de la crise, on a entendu ces dernières derniers jours, l'Union européenne, différents pays de l'Union européenne se faire part de leur volonté de transférer du matériel militaire à l'Ukraine, principalement des missiles anti-chars, mais aussi des missiles courte portée
sol-air, et M. Borrell qui a annoncé que l'Union européenne transférait maintenant même des avions de combat, probablement des MiG-29 et des Sukhoi 25 qui sont prélevés sur les parcs bulgares, polonais et slovaques. En ce qui concerne les opérations militaires, alors d'après ce qu'on en sait de la part notamment des dépêches de l'agence TASS, le ministère de la Défense russe a affirmé avoir gagné la suprématie aérienne dans l'espace aérien ukrainien, étant entendu que c'est probablement une suprématie aérienne relative dans la mesure où il semblerait qu'à minima, les drones d'attaque ukrainiens de manufacture turque aient toujours la possibilité de réaliser des opérations de frappe contre des colonnes russes. Visiblement, donc toujours en fonction de ce qui a été distillé par TASS et par des briefings du ministère russe de la Défense, les opérations se concentrent principalement autour de l'encerclement de Kiev, d'une part, et d'autre part, dans l'est du pays, consolider les emprises russes sur donc les oblasts frontaliers, Donetsk, Lugansk, et plus au sud en direction de la mer d'Azov, donc tout ce qui est Mariupol, Berdiansk, où des troupes russes sont rentrées et sont en train d'envelopper ce qui reste de troupes ukrainiennes, mais où elles ne sont manifestement pas accueillies, loin s'en faut, de manière amicale par les habitants de ces villes-là. Enfin, je terminerai en disant qu'on a vu une montée en gamme du matériel russe qui a été employé en Ukraine, puisque on a vu apparaître des T-90 et des Sukhoi 34, donc ce sont des bombardiers tactiques, mais quand même de génération bien plus récente que les Sukhoi 24 ou 25. Donc une montée en gamme des capacités déployées par la Russie dans le cadre de son opération en Ukraine. Voilà, je m'arrête là et on sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Igor. Vous avez déjà beaucoup de questions, donc il y en a certaines, je vais répondre très rapidement. Il y en a une première qui dit: en droit d'acquérir la nationalité russe par le temps qui court, est-ce une bonne idée? Merci de me donner votre avis. Moi, j'en ai aucune idée. Et si c'est une bonne idée de prendre la nationalité russe maintenant ou non, ça vous permettra en tout cas de rester ici si jamais on vous demande de partir beaucoup plus facilement. Mais il y a déjà beaucoup de double nationalité, donc je ne sais pas. Quels sont les pays qui ont demandé à leurs ressortissants de quitter la Russie? Le seul que je connaisse pour l'instant sont les États-Unis, mais s'il y en a d'autres, je ne le sais pas. Quelles peuvent être les conséquences légales de travailler pour une entreprise, institution inscrite sur la liste des sanctions américaines ou européennes? Est-ce que vous avez une idée là? Ça, je pense qu'il faudrait des juristes. Pour les individus ou pour les personnes? Pour les individus. Je pense que la question est pour les individus. Là, il faut vraiment... Il faut un juriste, il faut que vous voyez un juriste. Ouais. Si vous êtes américain et que vous travaillez sur une liste, sur une société sanctionnée par les Américains, vous ne pouvez pas. Européen, c'est moins clair. Européen, c'est beaucoup moins clair, il faut que vous voyez un juriste. Alors, question relative au paiement, comment des sociétés exportatives peuvent effectuer des règlements de sociétés françaises pour les achats qu'ils ont fait ou veulent faire, alors que les banques françaises refusent de recevoir tous les paiements en provenance de Russie, même s'ils proviennent de banques qui ne sont pas sous sanction ou qui sont des filiales de banques européennes. J'en ai aucune idée. Je ne pense pas que vous ayez la réponse pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Mais ce qu'on va faire sur ce point, qui est un point extrêmement important, c'est qu'on va demander à des banquiers de nous faire un zoom là-dessus. Donc, je ne sais pas si ce sera dans les jours qui viennent, le plus tôt possible. On va faire un zoom sur ces questions de règlement de transfert, de ce que peuvent accepter ou non les banques européennes, parce que c'est une question qu'on se pose tous, même à titre privé. Une question plus philosophique pour toi, Arnaud. Peut-on penser qu'il y a un affrontement entre deux visions du mondialisme au XXIe siècle? Le modèle classique n'est-il pas fini en voie d'effritement? Est-ce que cela peut déboucher sur un conflit à plus grande échelle? Question difficile. Bon, il est clair qu'il y a dans cette tragédie ukrainienne deux visions du monde, enfin au moins deux en tout cas, qui s'affrontent. Manifestement, les Occidentaux et les Russes, en tout cas Vladimir Poutine, ne parlent pas la même langue, n'ont pas le même logiciel, tout simplement, qu'il soit diplomatique, qu'il soit politique. Donc oui, très clairement, c'est aussi un conflit idéologique, c'est un autre rapport à l'histoire, peut-être d'ailleurs faussé, mais
une partie de... Enfin, le président Macron en a parlé, de son dernier entretien, il a été très frappé du fait que Vladimir Poutine lui a fait une leçon d'histoire pendant plusieurs heures, ce qui est assez inhabituel, en tout cas, entre dirigeants occidentaux. Donc oui, il y a là très clairement des visions du monde, des idéologies ou des rapports au monde et à l'histoire qui font plus que diverger et qui s'affrontent, c'est certain. Est-ce que ça peut dégénérer? Alors là, c'est une autre question en réalité, qui est plus militaire. On en a parlé un petit peu hier. Que voulait dire la mise en alerte? Enfin, c'est pas ça, parce qu'elles sont toujours en alerte en réalité, mais c'est le régime spécial d'alerte. En tout cas, il faut toujours espérer le meilleur et la paix, mais j'observe que jusqu'à présent, ceux qui pensaient que Poutine bluffait se sont trompés. Et ceux qui n'envisageaient pas le pire se sont trompés. Donc, est-ce que cela peut déboucher sur un conflit à plus grande échelle? On peut se tromper. Mais oui. Tout est possible. Y a-t-il un risque que les propriétés privées des particuliers étrangers soient saisies? Alors, on l'a dit hier, Dmitri Medvedev, samedi, à 2 reprises, si ma mémoire est bonne, a évoqué cette piste, une piste d'expropriation des actifs étrangers. Il n'a pas précisé, je pense qu'il pensait prioritairement éventuellement aux entreprises. Ça n'a pas été précisé, mais en tout cas, ça a été dit 2 fois. Donc là encore, on peut penser que ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie, mais enfin, il y a tellement de choses qui ne sont pas dans l'intérêt de la Russie, objectivement, et qui se produisent, que là encore, on ne peut rien exclure. Ça me paraît, pour l'instant, pas le plus probable. En tout cas, s'agissant des moins probable s'agissant des biens privés. Ça rappelle évidemment furieusement les années 20. Mais en tout cas, ça a été évoqué, donc rien n'est anodin. On a vu que BP va quitter la Russie et BP qui détient près de 20% de Rosneft. Et j'ai toujours pas compris sous quelle forme est-ce qu'ils allaient être. Est-ce qu'ils vont vendre leur participation? Est-ce qu'ils vont être dédommagés? Je n'en sais rien. Ou est-ce que ça va passer par perte et profit? Par perte et profit, absolument. Je n'en sais rien pour l'instant et j'attends d'avoir plus d'informations dessus. Une question plus politique. J'ai entendu ce matin que l'Union européenne pourrait accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Est-ce vraiment possible et quelles seraient les conséquences désastreuses selon moi, dit notre auteur? Ça, on peut répondre très rapidement. Il me semble que Joseph Borrell, il y a quelques heures, a déjà expliqué que ça allait être compliqué, que ce n'était pas envisageable en l'état actuel des choses d'envisager l'Ukraine comme membre et encore moins une accélération d'une quelconque adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je crois que ces mots, cela ne figure pas sur l'agenda. Et c'était une intervention de Ursula von der Leyen, non? Au départ, là, c'était Borrell. La réponse, c'est Borrell. Au départ, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je crois que c'était von der Leyen. Bon, d'accord. Donc, non pour l'instant. Il y a une demande polonaise. Enfin, ça a été relayé par la Pologne et d'autres États membres. D'accord. On cite tes tweets, Arnaud. Les sanctions contre l'Union européenne, contre la Banque centrale de Russie annoncées hier soir ont été présentées comme atomiques. Elles sont perçues comme telles au Kremlin. Oui, j'ai mis en rapport l'annonce des sanctions contre la Banque centrale et l'annonce du placement des forces nucléaires russes en alerte spéciale. Ce n'est sans doute pas la seule raison, mais ça joue probablement dans la montée aux extrêmes, si j'ose dire. Une question, je pense, pour toi, Igor. Est-ce que le conflit avec l'Ukraine n'en cache pas un autre plus important pour Vladimir Poutine, comme par exemple le contrôle de l'espace méditerranéen depuis les bases syriennes? Non, je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. Je pense que ce qu'ils ont acquis en Méditerranée orientale vient complémenter leur posture en mer Noire et sur tout leur flanc méridional. Ils ont entrepris cette attaque en Ukraine en sachant pertinemment que potentiellement il y avait un élément de faiblesse en Syrie où la situation en réalité n'est pas réglée politiquement et où militairement il y a toujours un potentiel de dérapage, mais visiblement ça ne les a pas dissuadés d'entreprendre cette opération. Donc c'est suffisamment en confiance et suffisamment solide. Est-ce qu'ils ont besoin de plus consolider leur présence navale en Méditerranée? En réalité, j'en doute. Ils ont une voilure, la voilure de leur flotte fait qu'actuellement, avec ce qu'ils ont,
c'est déjà suffisant pour ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas l'équivalent de la flotte américaine, ils n'ont pas l'équivalent de la flotte française, ils ont quelque chose de beaucoup plus modeste. Par conséquent, leurs emprises sont beaucoup plus modestes et ils n'ont pas besoin de quelque chose de beaucoup plus robuste en l'état actuel des choses. L'idée, c'est peut-être plus un élément de nuisance face à l'OTAN qui conserve, j'allais dire, globalement la maîtrise du théâtre méditerranéen, d'être un élément de nuisance par rapport à l'OTAN plutôt qu'un élément de nature à annuler la présence militaire de l'OTAN sur Méditerranée. Ça, c'est fini, ça, c'était la guerre froide. Donc, moi, je pense que non, c'est pas vraiment le projet. La Russie a-t-elle des leviers sur l'Occident pour que les méga sanctions, entre guillemets, soient retirées? Tout dépend. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau rétorsion et il y a le niveau négociation. Donc, on peut imaginer, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe de façon générale, que d'abord les guerres se terminent. Elles se terminent soit par un écrasement militaire d'une des parties, soit par des négociations. Et une situation nouvelle sort de cette l'issue. Donc, on peut penser que, enfin, on peut espérer que d'abord que ce sera des négociations, que ce sera rapide, que cette tragédie trouvera un terme à vraie échéance et qu'un accord, de nouveaux équilibres sortiront et que peut-être dans ce cadre-là, une partie des sanctions sera négociée. La levée d'une partie des sanctions sera négociée, ça fera partie des choses négociées en tout cas. Ça, c'est parfaitement imaginable, en particulier s'agissant des liaisons aériennes, ce qui semble assez facile en réalité à inverser. Après, si la question c'est quelles mesures de rétorsion extrême la Russie peut adopter, il y a d'abord des mesures économiques. On a vu que le premier paquet sectoriel européen touchait surtout l'aéronautique. On sait que la Russie livre beaucoup de titane à Airbus et à Boeing. Pour l'instant, elle n'a rien annoncé, mais elle pourrait suspendre ses livraisons, surtout si elle ne peut pas en retirer des recettes en devises. L'autre décision pourrait être la suspension des livraisons énergétiques. Alors, on ne s'achemine pas apparemment vers cette solution puisque le secteur énergétique n'est pas frappé par les sanctions et que les paiements peuvent toujours s'effectuer. Dans un registre plus militaire, on sait que l'OTAN s'inquiète beaucoup de l'intégrité des câbles Internet sous-marins entre l'Europe et l'Amérique, par exemple, qui pourraient être sabotés. Et là, c'est des choses évidemment extrêmement graves. Si on entre dans des conflits, si le conflit, pour répondre à une précédente question, devait changer d'échelle. Sur l'énergie, juste pour ajouter un point, une source dans l'une des principales sociétés gazières russes aujourd'hui a confirmé que les livraisons de gaz à l'Europe continuaient et que les volumes des commandes étaient même en croissance. Donc, business as usual aussi d'une certaine manière. Dans le cadre des contre-sanctions, dans la suite de tes questions, est-ce qu'on peut imaginer une nationalisation d'entreprises, et particulièrement d'entreprises françaises installées en Russie? Encore une fois, après les déclarations de Medvedev, je ne dirais pas que c'est sur la table, mais en tout cas, ça a été dit. Donc, c'est un élément de pression. C'est un élément de pression psychologique. Il faut bien comprendre que la décision frappant la Banque centrale de Russie, pour autant qu'on puisse le savoir, parce que le diable est quand même dans les détails, mais en fait, ça fait mal. Et c'est une forme d'expropriation, peut-être provisoire, mais c'est un peu ça quand même. Et donc, il y a certaines voix en Russie qui estiment que dans ce cadre-là, la Russie doit saisir ce qu'elle peut saisir, en l'occurrence, ce qui se trouve sur son territoire. Je ne crois pas que ce soit sur la table immédiatement, mais je crois que ce que nous apprend la crise ukrainienne, c'est qu'on ne doit rien exclure, malheureusement. Et encore une fois, surtout pas les scénarios perdant-perdant. Mais sachez que si jamais on voulait nationaliser des entreprises françaises, on utiliserait tous les moyens qu'on peut avoir, et notamment par tous les personnalités russes que nous connaissons pour que ça n'arrive pas. Je ne dis pas qu'on sera couronné de succès, mais on ne laissera jamais faire ça sans réagir violemment. Une question plus militaire. Existe-t-il un moyen de garantir une sécurité de la frontière russo-ukrainienne par de seules mesures techniques de création de zones vides, sans base, ni militaire, ni civile, une sorte d'alternative technique à un conflit armé?
Donc, c'est très précis comme question. Oui, mais je ne sais pas si tu as la réponse. En fait, voilà, c'est la question de créer une zone de démilitarisation, une espèce de zone neutre. Ce qu'il y a entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ouais, par exemple. Bon, ouais, en l'état actuel des choses, j'y crois pas trop parce qu'on a essayé de faire quelque chose de relativement similaire entre le Donbass et l'Ukraine depuis des années avec les accords de Minsk et qu'en réalité, ça a fonctionné très très mal. Avec des distances qui avaient été clairement établies pour les armements lourds qui devaient être retirés à tel endroit. Il y avait des choses comme ça, et depuis 8 ans, on a vu qu'en réalité, c'est même pas que c'était fragile, c'est que ça fonctionnait pas, qu'il y avait sans arrêt des violations de tous ces dispositifs. Donc, si à l'échelle du Donbass ça a échoué, est-ce qu'à l'échelle de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, plus généralement, ça peut fonctionner? Je ne suis pas certain. À mon avis, je ne suis pas certain. On nous dit que Zelensky, enfin, on entend dire que Zelensky aurait quitté l'Ukraine. Alors, il y a eu une déclaration, au moins une en tout cas, faite par le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodine, hier, me semble-t-il, qui n'a pas été confirmée. En tout cas, Zelensky continue de publier des vidéos manifestement tournées à Kiev. Donc, cette information paraît très peu crédible à ce stade. Bon. Peut-être même de la désinformation délibérée. Peut-on encore envoyer des marchandises, dispositifs médicaux pas sous sanction en Russie? Si oui, par quel moyen? Je pense que le seul moyen existant pour l'instant, c'est les camions. La mer, peut-être. Et la mer, peut-être, oui, tu as raison. Peut-être par bateau aussi. Et après, il y a le problème du paiement. Donc, comment vous pouvez acheter en Russie, je ne sais pas. Quelques précisions qu'on me donne sur les pays qui ont demandé à leurs ressortissants de partir. On me dit que les États-Unis n'ont pas dit de partir à leurs expatriés, c'est ce que j'ai lu. Ouais, c'est exactement comme pour la France. Mais ils ont dit aux visiteurs de partir. Mais pour les expatriés, soyez vigilants et tenez-vous au courant de l'évolution. C'est-à-dire que ce serait exactement comme la France. Mais après, dans les réseaux sociaux, on lit autre chose. Et la Tchéquie aurait demandé à ses ressortissants de rentrer, paraît-il. Je n'en sais rien. Peut-on s'attendre à des conséquences sur les étudiants français en Russie, programme d'échange, reconnaissance des diplômes, etc. Alors, la première conséquence, les étudiants, pour autant que je comprenne, sont considérés comme des Français de passage et peuvent être appelés, ils sont déjà appelés apparemment, à rentrer. Pour ce qui est de la reconnaissance des diplômes, je ne crois pas que les accords bilatéraux soient dénoncés à ce stade. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'ils terminent leurs études prévues en Russie ou est-ce qu'ils décident de rentrer dans l'urgence et auquel cas ils pourront peut-être pas effectuer un semestre équivalent en France alors qu'il est déjà entamé. C'est peut-être ça le risque. Là, on a deux questions ensuite qui sont un petit peu conjointes. Est-ce que les réseaux de détail des entreprises françaises, notamment Modux, sont amenés à fermer leurs magasins en Russie? Ou alors, est-ce qu'on a entendu parler d'entreprises françaises qui, elles, ont décidé de quitter la Russie? Alors, il y a des rumeurs. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas des rumeurs, j'en entends. Mais je n'ai pas encore vu de cas concret. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Je ne sais pas si vous avez entendu Pavel, Arnaud, Igor. On n'a pas entendu parler de cas concrets, mais il y a des rumeurs d'entreprises qui pourraient quitter la Russie. Alors, mais qui attendent aussi peut-être de voir un petit peu la façon dont ça va évoluer. Et je pense que si un jour on nous demandait, nous, Français, de quitter la Russie, ça accélérerait probablement le mouvement. Parce que je vois tomber une nouvelle, on est en temps réel et en direct. Les présidents Poutine et Macron se sont parlé aujourd'hui. Une petite nouvelle. Une grande nouvelle, ça serait plutôt bien. Tant mieux, parce que je crois qu'il y a eu une déclaration, en tout cas ça avait filtré dans les informations, du président Poutine prenant congé du président Macron et disant que, compte tenu des circonstances actuelles, le prochain coup de fil risquait d'avoir lieu beaucoup plus tard, ce qui n'est pas le cas. Donc le contact est maintenu et ça sera très bien. Aujourd'hui, il y a tellement peu de bonnes nouvelles que la moindre est toujours bonne à prendre. Voilà. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a parlé, je ne sais pas si c'est samedi ou hier,
à son homologue biélorusse. Ouais, Donc la France reste active diplomatiquement, que ce soit à l'égard dans cette crise ukrainienne, évidemment en direction de l'Ukraine, mais aussi de la Biélorussie et de la Russie. Alors, pour répondre au transfert, si le SWIFT n'est plus disponible dans une banque, on ne peut pas faire de transfert direct. Ils sont souvent faits par les banques intermédiaires, ce qui voudrait dire qu'il y a des solutions de repli. Mais là, il faut vraiment qu'on parle au banquier pour savoir quelle est la meilleure méthode pour pouvoir envoyer de l'argent en France ou recevoir de l'argent. On nous demande si l'ONU pourrait demander à Poutine de démissionner. C'est en cas de règlement du conflit, mais je ne pense pas que l'ONU puisse demander à Poutine de démissionner. En termes de droit international, ça me paraît une solution assez baroque. Que l'ONU, oui, l'ONU n'est pas fondée à réclamer la démission des uns ou des autres. Les choses ne se posent pas dans ces termes-là. Alors, une question pour toi, Arnaud. Un commentaire sur le retour en général sur le devant de la scène de Medvedev. C'est vrai, d'ailleurs, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. C'est assez surprenant. Medvedev, qu'on disait très marginalisé, surtout depuis évidemment son départ de la tête du gouvernement en janvier 2020, il y a un peu plus de 2 ans. Les dernières élections législatives avaient accru son isolement politique. Et là, depuis 8 jours, c'est une réforme de résurrection, de retour en forme. C'est très frappant. C'est très frappant. Le 21, donc lundi dernier, vous vous souvenez de la session du Conseil de sécurité nationale, filmée. On avait compris à ce moment-là que lui, à la différence de pas mal d'autres participants dont on pensait qu'ils étaient bien informés, eh bien lui était dans la confidence. Il a même préparé une intervention, il n'a pas hésité. Donc ça sont des détails qui ne trompent pas. Et il est intervenu publiquement à plusieurs reprises, alors que la tendance aujourd'hui à Moscou est plutôt de se taire. Donc ça veut dire des choses. En tout cas, il revient dans le jeu, ce qui est assez surprenant. Et avec une rhétorique très différente, évidemment, du Medvedev libéral qu'on a connu il y a une dizaine d'années. Il a parlé, oui, samedi, en commentant l'éviction de la Russie du Conseil de l'Europe, il en a profité pour ouvrir la porte au rétablissement de la peine de mort en Russie. Donc il a même été désavoué par des parlementaires russes qui sont habituellement considérés comme très durs. Dmitry Medvedev, de nouveau en piste, mais avec des positions qui ne sont plus du tout les mêmes que celles de la parenthèse 2008-2012. Merci Arnaud. Je vais passer aux questions en russe, que je vais lire en russe pour que la traduction puisse être faite dans l'autre sens. В связи с текущей обстановкой хотела бы у вас уточнить, скажите, пожалуйста, въезд россиян во Францию разрешен? Если лететь транзитным рейсом в Париж, не аннулирован ли визы россиян во Францию? À ma connaissance, non. À ma connaissance, les visas ne sont pas annulés. De même que je n'ai pas entendu, de la part de la France en tout cas, de décision relative à une cessation de la délivrance de nouveaux visas. La Belgique en a parlé, mais pour autant que je sache, aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction faite aux ressortissants russes en tant que tels d'entrer sur le territoire français. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. On le saurait, on en aurait entendu parler si ça avait été décidé. Est-ce que ça peut évoluer? Peut-être, ça me paraît quand même très attentatoire, je dirais, à la philosophie générale de la politique française, même si dans le contexte actuel, encore une fois, on voit beaucoup de tabous tomber. Mais est-ce qu'un citoyen russe, a priori, pour être interdit de territoire, ça paraît quand même, parce qu'il est russe, ça paraît philosophiquement et peut-être même juridiquement difficilement défendable. Une question plus générale sur le climat psychologique actuel au sein de la communauté d'affaires à Moscou. Какие настроения у французского бизнеса в России? Паника, спокойно работают, не покидает ли кто Россию, не боятся ли арестуют активы? Когда откроется Рено? Что с комплектующими? C'est le président. Alors, non, pas de panique. En tout cas, on ne voit pas de scènes déchirantes de séparation, de voitures
roulant à tombeau ouvert vers la première frontière venue, pas d'émeutes aux portes des aéroports, effectivement quelques scènes dans des banques auprès des distributeurs de billets, mais rien qui ne puisse en tout cas effarer un passant dans les rues de Moscou. Donc chaque entreprise est en but à ses propres difficultés. La situation était extrêmement différente en fonction de la taille de l'entreprise. Certaines qui sont les filiales de grands groupes français présents à l'étranger sont en concertation étroite, en vidéoconférence permanente avec leurs sièges et leurs états-majors en France. Des entreprises de taille plus réduite, quant à elles, ont une flexibilité plus grande. Certains des employés expatriés sont plus inquiets que d'autres. Certains ont des familles mixtes. Donc, il est difficile de vous répondre, sinon à vous dire encore une fois qu'aujourd'hui, le repère essentiel qui est le consulat général de France n'incite pas à l'évacuation massive de la communauté d'affaires française. En ce qui concerne Renault, je pense qu'il vaut mieux que nous posions la question à nos collègues de Renault Avtovaz et nous allons vous répondre. Je vais vous parler un petit peu plus tard en fin de session d'aujourd'hui de la hotline que nous avons décidé de mettre en place pour recueillir vos questions en dehors de ces sessions quotidiennes d'éclairage. À quoi s'attendre demain sur le marché financier les acteurs du MOEX? Écoutez, je pense que le coup majeur, c'était ce matin, c'était aujourd'hui. Parce qu'il y a eu, évidemment, une décision assez inattendue, il faut le dire, de l'Union européenne à l'égard de la Banque de Russie. Donc, tout ça va bouger en fonction du contexte politico-militaire, d'éventuelles nouvelles sanctions qui pourraient être annoncées et contre-sanctions russes. Et je dirais que le début de panique, c'était ce matin, et le coup principal, c'était ce matin. Donc là, il va y avoir une forme d'équilibrage, un nouvel étiage qui va être trouvé, provisoire, bien sûr. Donc je pense que demain matin, sauf s'il y a de nouvelles annonces très spectaculaires cette nuit, il n'y aura pas de grande différence par rapport à ce soir. L'échéance était ce matin. Et quand on nous demande à combien on verra pour chuter le taux de change euro-rouble de la rouble, alors ça, je ne m'amuserai même pas à y répondre, c'est absolument imprévisible. Ça dépend de trop de choses dont nous ne sommes pas maîtres. Donc, on n'en sait rien. Alors, pour revenir, je pense que la question portait aussi au-delà du rouble sur les titres, hein, les actions. Je pense que la journée d'aujourd'hui visait justement à faire retomber un peu les émotions et avoir si ce n'est des certitudes, mais avoir un peu de visibilité justement sur le rouble. Donc, l'idée étant probablement d'amortir le choc en faisant cette journée blanche à la bourse de Moscou. Sur les yachts et les voitures. Oui, question sur les yachts et les voitures. L'inventaire fait en France des biens russes, c'est quelque chose que tous les pays font. Alors, apparemment, des mercenaires ont reçu l'ordre d'assassiner le président ukrainien. Est-ce le cas? Quelles seraient les conséquences? Écoutez, j'ai vu passer moi aussi cette information. Je ne sais pas d'ailleurs qui est l'émetteur de cette information, probablement la partie ukrainienne. Je ne sais pas, je vais être très franc avec vous, je ne sais pas. Tout est possible. J'ai quand même l'impression que l'idée est plutôt de discuter avec le président Zelensky. Et d'abord, pourquoi Wagner, le cas échéant, et pas. Donc, franchement, aucune possibilité de recouper cette information-là. À prendre avec des pincettes, c'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Quelle est la probabilité d'une fermeture du détroit de Bosphore? Ça, c'est pour notre ami Igor. Ouais. Alors, ça, c'est un scénario qui est évoqué depuis plusieurs jours. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs une montée en pression avant-hier avec des informations qui se sont révélées fausses, selon lesquelles les Turcs fermaient le Bosphore et les Dardanelles à la navigation de bâtiments de guerre russes et ukrainiens. Donc, en fait, russes, parce que l'Ukraine, de fait, n'a pas une marine en état de quitter la mer Noire et même de quitter les zones côtières ukrainiennes pour schématiser.
Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai de sources vraiment tout à fait sûres en Turquie que j'ai consultées aujourd'hui. La Turquie, Erdogan a réuni un conseil de défense et un conseil des ministres. Plusieurs questions de défense ont été débattues, dont celle probablement, je dis bien, des détroits. Et à ce jour, les navires russes ont toujours le droit d'emprunter le Bosphore et les Dardanelles selon les règles fixées par la Convention de Montreux. Maintenant, de moi, ce qu'on me dit, l'état d'esprit de dirigeants turcs est tel qu'ils sont à 2 doigts ou encore à 2-3 missiles sur Kiev de effectivement déclencher l'article de la Convention de Montreux qui permet de reprendre la main sur qui franchit comment, dans quelles conditions les détroits, et notamment d'interdire ce franchissement en bâtiments russes. Mais aujourd'hui, les bâtiments russes peuvent circuler, complètement de guerre russe, peuvent circuler librement à travers les détroits turcs. Alors, sur le plan militaire, une autre question pour toi, Igor. Il apparaît que les Russes ne cherchent pas à détruire les infrastructures ukrainiennes. Ils semblent vouloir neutraliser les capacités militaires ukrainiennes plutôt que s'engager dans un conflit meurtrier de grande ampleur. En faisant le siège des villes importantes sans s'engager dans des combats urbains, ils veulent négocier avec le pouvoir ukrainien sans avoir à détruire le pays comme préalable. Pouvez-vous commenter cette approche? Je pense que c'est celle que j'ai exprimée hier, ou avant-hier dans le précédent briefing. Il me semble que quand on regarde le matériel qu'ils ont engagé, quand on voit les opérations auxquelles ils se livrent, effectivement, ils ne sont pas dans la logique du tapis de bombe. En tout cas, pas pour l'instant. Et pour l'instant, ils ont, depuis les premiers jours, uniquement visé, hors évidemment les malheureuses erreurs de tir ou d'aiguillage qui peuvent évidemment arriver comme partout, mais ils ont visé les infrastructures militaires, les aérodromes, les centres de commandement, l'idée étant de désorganiser l'armée ukrainienne. Ça, c'est certain. On voit qu'ils sont en train de chercher à encercler Kiev et donc de créer ce qu'on appelle des chaudrons, comme je l'ai expliqué hier, pour ensuite, dans le cadre des négociations qui se sont engagées aujourd'hui, avoir une posture qu'ils estiment plus robuste pour négocier avec les Ukrainiens, sachant que la capitale serait sous un siège, que les autres villes seraient assiégées. Maintenant, on a vu des tentatives de percée comme à Kharkov, par exemple, qui ont été des échecs. Donc oui, cette approche-là, je la valide d'autant plus que c'est celle que j'ai exprimée hier ou avant-hier dans les précédents briefings. Encore une fois, on est en direct et les informations tombent. Pour compléter ce qui a été ma réponse relative à la bourse de Moscou, j'apprends à l'instant que la bourse russe restera fermée jusqu'au 5 mars. Voilà. Et comme ça, demain, on ne saura pas ce qui va se passer sur le MOEX. As-tu connaissance d'un processus, Arnaud, as-tu connaissance d'un processus de négociation haut niveau qui inclurait les Américains, l'Union européenne, là aussi la Chine, pour relancer un véritable processus diplomatique? Je n'ai aucune information en ce sens et je serai. Alors, il y a une information militaire. Les Américains ont émis le souhait de pouvoir établir un canal. Je pensais qu'il existait pourtant, mais avec les Russes, spécifiquement dédié à des échanges pour éviter des conflagrations, mais en Ukraine. Mais on ne peut pas qualifier cette proposition, qui sera probablement acceptée d'ailleurs, de relance diplomatique à haut niveau. Je crois qu'on n'en est pas là encore, malheureusement. On est toujours dans la phase militaire. On voit que, et c'est important, Pavel a raison de le souligner, le contact diplomatique n'est pas rompu, c'est extrêmement important et c'est tout à l'honneur de la France, malgré les échecs précédents, qu'elle ne jette pas l'éponge. Mais on n'est pas encore dans la grande négociation qui interviendra. Le plus tôt sera le mieux. Il est 18h13, on ne voulait pas que ce soit trop long, mais il y a encore quelques questions. On revient demain. On reviendra demain, mais ne posez plus de questions, s'il vous plaît, qu'on puisse répondre à celles que l'on a pour l'instant. Y a-t-il, selon vous, un point qui justifie que la douane de Rotterdam refuse de faire charger tous les conteneurs à destination de la Russie? Non. Non, par contre, il y a eu hier, je ne crois pas qu'on en ait parlé, un incident dans les eaux françaises. Donc les douanes françaises ont arraisonné un porte-container, enfin en tout cas un bâtiment, non plutôt, c'est pas un porte-container, c'était un bâtiment russe, un vraquier russe, en face de Boulogne-sur-Mer, parce que la douane avait des interrogations sur le destinataire des marchandises à bord. Les douanes françaises soupçonnaient qu'elles puissent être destinées à une entité sous sanction. Mais je crois que l'épisode est clos et que le bateau est reparti.
Donc, mon hypothèse, c'est que peut-être les douanes néerlandaises s'assurent que les entités vendeuses ou acheteuses russes ne sont pas sous sanction. Autrement, il ne peut pas y avoir d'autres. La Russie n'est pas sous blocus, il faut être très clair. On a une longue question, mais grosso modo, le sens de la question est quelles sont les portes de sortie existantes pour la Russie et pour l'Ukraine si on veut que personne ne perde la face. Et connaissant l'Ukraine, la Crimée à la Russie, etc., compte tenu des positions actuelles. Alors, je laisserai la parole à Guillaume, mais quelques mots d'introduction. Il semblerait qu'aujourd'hui, lors des discussions très préliminaires, encore une fois, on le voit, parce que le niveau, notamment côté russe, est quand même assez limité. Bon, mais les positions initiales ont été énoncées. La Russie souhaite, c'était dit, la reconnaissance de la souveraineté sur la Crimée, le Donbass, etc. Et l'Ukraine demande que la Russie quitte la Crimée, quitte le Donbass. Donc on est évidemment très loin d'une issue. Je maintiens ce que j'ai dit hier, à savoir que l'Ukraine, à tort ou à raison, et à mon avis c'est difficile de le dire, je rejoins ce que disait Igor hier, et l'Ukraine table peut-être sur l'enlisement militaire de la Russie et estime que chaque jour va voir ses positions renforcées. Peut-être, mais ce n'est pas sûr en réalité. Et donc, dans ce cadre-là, l'Ukraine chercherait à jouer la montre quelque part, ou en tout cas, elle n'est pas dans une logique de capitulation, ça c'est très clair, aujourd'hui en tout cas. Donc l'issue, tout dépend de ce que veulent les Russes aussi. Est-ce qu'ils sont dans une logique de changement de régime? Est-ce qu'ils sont dans une logique de forcer les Ukrainiens à capituler? Et surtout, quelle est leur vision de l'Ukraine d'après? Igor l'a dit tout à l'heure en évoquant ces scènes assez sidérantes et désolantes à Berdiansk. Si la Russie pensait réellement libérer les Ukrainiens du joug fasciste, il va y avoir de très sérieuses déconvenues. Et l'enjeu, encore une fois, c'est quid de la situation politique après. Il est très probable que les Ukrainiens soient encore plus désireux, dans leur immense majorité, de prendre leur distance vis-à-vis des Russes. Et donc, même à supposer que des accords soient signés sur la neutralisation, c'est possible, c'est même probable en réalité, puisque même Zelensky l'a évoqué, les Russes vont vouloir des gages, des garanties, d'autant plus fort qu'ils vont se rendre compte, ils se rendent compte aujourd'hui que même dans des villes de l'extrême sud-est de l'Ukraine, eh bien la population aujourd'hui est hostile, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc comment faire, je ne parle même pas d'occupation, mais un contrôle indirect, même indirect, est très compliqué à envisager parce que les Ukrainiens, dans leur immense majorité, au-delà du Donbass et de la Crimée, évidemment, qui sont des cas de figure assez particuliers, n'accepteront pas de régime fantoche. Ce que je peux juste rajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que dans les conditions que les Russes demandent aujourd'hui, mais comme Arnaud l'a rappelé, il s'agit de dénoncer les positions de départ et qui sont forcément maximalistes, à partir desquelles on va négocier. Il y a également, les Russes exigent également la fédéralisation de l'Ukraine. Tout à l'heure, Arnaud parlait de comment les Russes voient l'Ukraine. Bon, ben là, on voit que dans leur best case scénario, pour eux, c'est la fédéralisation. Bon, évidemment, c'est les positions de départ. Je crois que l'idée, c'est de bâtir à partir de l'embryon de points convergents qui existent autour du statut de neutralité de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'effectivement, Zelensky a dit qu'il était prêt à discuter ça. On sait que c'est quelque chose qui est exigé par les Russes. Donc, à mon avis, il n'y a pas 36 solutions. Il faut bâtir à partir de ce point de départ qui est relativement convergent. Après, il faut voir ce qu'on met derrière le statut de neutralité. Il y a plein d'interprétations, mais c'est pour moi, aujourd'hui, compte tenu de l'extrême gravité de la situation, et il faut bâtir sur ce point-là. Alors, j'ai des compléments d'information par rapport à des questions précédentes. D'abord, on me dit nos équipes logistiques en France confirment l'impossibilité d'embarquer des marchandises dans les ports des Pays-Bas. Donc, effectivement, apparemment, il y a vraiment un problème avec les ports des Pays-Bas. On me dit une autre information, vous voyez, le site de l'ambassade américaine précise que tous les citoyens sont concernés, c'est-à-dire qu'on demande aux Américains de partir. Par ailleurs, les accords interuniversitaires sont maintenus.
On me demande aussi si les oligarques sont restés en Russie ou certains ont fui le pays. Alors, je ne sais pas s'ils ont fui, mais il y en a certains qui sont à l'étranger aujourd'hui. C'est la saison des sports d'hiver. Ça paraît logique. C'est presque logique. Pour information, plusieurs sociétés de distribution de produits annoncent l'arrêt temporaire et jusqu'à nouvel ordre de livraison à leurs clients, compte tenu de la situation économique et financière actuelle à venir. Peut-être, c'était juste une information. Avez-vous, alors, une question en plus sur l'état d'esprit de la société civile russe. Quel est le sentiment général? Y a-t-il des risques de mouvements de protestation? Donc, je l'ai dit, il y a eu quelques manifestations, pas massives, mais pas négligeables, ces derniers jours, avec des arrestations nombreuses, 6000 personnes, et la plupart des manifestants ont été interpellés. On en a vu pas très loin de la Chambre jeudi soir, je crois. Enfin, moi, j'en ai croisé, en tout cas, quand je suis rentré à 7 h dans la soirée à mon domicile. Comme je le disais, d'abord, il n'y a pas de sondage, mais ça va arriver bientôt, qui aurait étudié la réaction des Russes à la guerre en Ukraine, mais encore une fois, c'est question de quelques heures, de quelques jours. Il y aura l'Evada en frein très sûrement, le FISIOM aussi, et je serais bien étonné qu'on ait des réponses divergentes. Donc, on va savoir très vite. Comme je le disais hier, je ne crois pas à l'hypothèse de manifestation massive, en tout cas à ce stade et à situation égale. En revanche, et c'est beaucoup plus sérieux à mon avis pour le pouvoir russe, il est possible qu'une partie de l'électorat loyaliste, pas très politisé, mais qui le plus souvent voté Poutine ou par exemple a voté au référendum du 1er juillet 2020, eh bien, non pas entre en dissidence, mais cesse de soutenir finalement le pouvoir, cesse de s'y reconnaître. Et ce sera d'autant plus grave que cette fois, ce sera très intimement lié à la personne de Vladimir Poutine. On sait que jusqu'à présent, il y a un vrai décalage entre la personnalité de Poutine qui est au-dessus de la mêlée et beaucoup plus populaire, même si on peut discuter de la nature de cette popularité, qui n'est évidemment pas la même que celle de 2000. Mais il y a un vrai décalage entre lui et tout le reste, que ce soit les institutions ou les autres personnalités politiques. Cette fois-ci, tout le monde comprend bien que la décision, c'est une décision personnelle et ça pourrait se voir dans la popularité du président et non plus seulement dans je dirais, les grands équilibres et la popularité du système en tant que tel. Alors, question sur les visas. On a parlé de la probabilité de la France ou de l'Union européenne d'interdire l'entrée sur le territoire russe avec visa. Quid de l'interdiction par la Russie de l'entrée ou de séjour de citoyens français? Moi, je n'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non. Non, mais il faut toujours avoir à l'esprit que la Russie pratique la réciprocité. Donc, si jamais les États de l'Union européenne devaient introduire des restrictions de visa ou des restrictions de déplacement, il faut s'attendre à des mesures symétriques, comme disent les Russes. Une dernière question. Une vérification complète des systèmes d'alerte à la bombe avec l'utilisation de bigaphones, de sirènes, de radio et de la télévision était prévue pour le 2 mars dans la majorité des régions russes, désormais reportée. Cela fait-il partie des méthodes d'intimidation du gouvernement? Je ne connaissais pas ça dépend qui veut intimider. Là, c'est plutôt de nature à faire peur à la population. En tout cas, ce n'est pas forcément une décision très... de nature à apaiser le climat qui est déjà assez pesant ici. Donc, alors même que, en tout cas, si on regarde la télévision d'État, ce qui n'est pas forcément très recommandé à forte dose, la tendance est plutôt à minimiser qu'à dramatiser. Ouais. Donc, ça ne va pas dans ce sens-là. Non. Bah, écoutez, je vous remercie pour ce soir. Vous voyez que les questions sont très diverses et variées. Pavel va vous parler d'un point tout de suite qui est important parce qu'on va mettre en place une hotline il va vous expliquer justement comment l'utiliser. D'une part, nous vous remercions pour l'intérêt que vous manifestez pour cet exercice assez expérimental. Nous n'avons pas de temps, hélas, pour pouvoir vous répondre et nous souhaitons le faire. Donc, nous avons décidé de mettre en place
en plus de cette session qui, comme Arnaud et Emmanuel vous l'ont dit, est une session quotidienne. Donc nous nous retrouverons demain 17h30 par vidéoconférence, mais vous avez également la possibilité d'adresser vos questions sur une hotline, l'adresse hotline@ccifr.ru, ça s'écrit comme ça se prononce, et nous ne pourrons pas nous engager à vous répondre en direct, nous n'avons pas suffisamment de moyens, hélas, pour cela. Par contre, nous nous engageons à vous répondre sur une base quotidienne tous les jours. Nous allons grouper vos questions par thématique. Beaucoup de vos questions sont similaires, c'est tout à fait normal, et nous pourrons vous répondre sur une base quotidienne par écrit. Nous allons mettre en place, comme nous l'avions fait auparavant à l'époque du Covid, un système de Q&A, de questions-réponses en ligne. Donc, interaction par écrit et interaction également par vidéoconférence. Nous allons faire en sorte que vous soyez le mieux informés le plus souvent possible et rassurés si c'est possible également. Et nous restons toujours donc en lien avec l'ambassade de France. Nous avons parlé aujourd'hui à l'ambassadeur et au consul général. On le fait tous les jours. Donc, on vous donnera toutes les dernières informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. On vous remercie beaucoup et à demain. Bonsoir. Tenez bon.